pouvoir durer et puis ne pas lâcher prise. Voilà. Alors bonsoir à tous et à toutes. Moi je suis Vincent de l'équipe Fakir Amiens et Joues du Soleil là pour l'occasion. Et aussi de l'équipe Ruffin dans la circonscription. Voilà. Donc déjà merci à tous et à toutes d'être là. Et puis après, voilà, j'ai aussi un collègue du coup les Gilets Jaunes qui vient de Rouen, qui va se présenter. On va co-animer du coup à deux ce soir. Et n'hésitez pas à balancer toutes vos questions, voilà, votre ressenti aussi sur le film. Voilà, on est là vraiment pour échanger, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Olivier Bruno. Je suis gilet jaune depuis le 20 octobre. Je vous laisserai me poser la question si vous voulez. Vous comprendrez pourquoi. Et donc j'ai été nommé un peu dans le même esprit en fait, hein, sans leadership, sans rien du tout. J'ai été nommé par les collègues gilets jaunes le référent du rond-point des Vaches, le fameux rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc voilà. Et puis je vous remercie de m'accueillir et je suis content de revenir dans la région natale de ma maman. Voilà. Merci. Alors un petit mot d'un remerciement d'abord à la ville de Neuchâtel de bien vouloir accepter que le film passe ici d'abord, parce que vous savez que la salle de cinéma ici est municipale, donc merci au maire de la commune. Aussi, bon, moi je remercie les deux protagonistes du film pour avoir fait ce film, parce que je pense que tout à chacun, ici présent, on s'y retrouve tous, quelque part. On sait que nous, à Armand-Conchy, on a monté, démonté, remonté, démonté, remonté, avoir froid, avoir chaud, pleurer la nuit, fait des maraudes avec une certaine Lily que je ne nommerai pas, bien entendu. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu des choses certains soirs, après 3 heures, par exemple au retour de Maraude de Rouen, des mecs vachement costauds, très bien eux et tout ça, revenir avec les larmes aux yeux de voir le spectacle qu'ils avaient vu à Rouen. J'en ai un petit peu la gorge nouée. Donc vous voyez, on est tous des costauds comme ça, on le paraît, mais on n'est pas si costaud que ça. Alors moi, si je suis à titre personnel, c'est pas que je suis tout à fait dans le besoin, mais je suis comme la plupart d'entre vous, à mon avis. Mais c'est surtout, je pense, à tous ceux qui ne peuvent pas venir sur le rond-point. D'abord, ceux-là. Et puis je pense aussi aux enfants et aux gens qui n'ont pas de boulot. Et aussi, la particularité, elle n'est pas là ce soir, mais je ne vais pas la nommer, aux femmes qui sont seules et qui ont des enfants. Ça, c'est un gros merdier. Il faut dire les choses comme elles sont. Et j'emploie ce mot volontairement. Donc, moi, je suis là pour ça en particulier. Aider les gens qui ont des problèmes. Comme j'ai toujours fait dans ma vie, même professionnelle. J'ai toujours aidé des petits. Les gros, j'en ai rien à secouer. Merci. Bon, on va passer à la première question. Julien, t'es debout, tu poses une question. Faut venir ici. Je réfléchis. 2 secondes. J'en ai plein. Hein, mais... Allez, qui ouvre le débat? Allez-y. Alors, c'est plus un ressenti, en fait. Un ressenti et un sentiment. Tu viens là parce que je l'ai. Si tu veux. C'est mieux. Pourtant, on me dit toujours que j'ai une grande gueule. Tu ne dois pas être tout seul. Mais il en faut une. Hein. Ça, c'est confirmé. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Franck, je suis commerçant ambulant. Donc, un petit peu dans les misères, comme beaucoup de gilets jaunes. On travaille 7 jours sur 7 pour gagner 900 € de salaire par mois. En gros. J'avais plus, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un ressenti par rapport au film. Par rapport à ce que des fois j'entends, ce que je vois. Parce que sur les marchés, c'est plus facile, on entend les gens. On est proche des gens, ce qui manque un peu des fois aux politiques. La dernière phrase de Ruffin, c'était on a ouvert une brèche. Eh ben, je trouve que c'est intéressant en fait. C'est juste une brèche. Il faut aller plus loin. Les ronds-points, tout ça, c'est pas mal. Franchement, c'est le top, c'est le départ, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut plus s'investir, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Pour le moment, c'est juste une brèche. Alors moi, j'aimerais bien être sur les ronds-points de temps en temps, mais je ne peux pas, comme je vous disais. Sinon, je ne pourrais pas gagner les 900 balles de miséreux. Mais il y a autre chose.
On peut pas. J'entends des fois, ouais, mais celui-là il est ci, celui-là il est ça, celui-là en politique. On peut pas s'arrêter à des on-dit comme ça. On peut pas mettre sur quelqu'un une étiquette. C'est pas possible. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, je pense. Enfin, c'est mon sentiment. Voilà. Moi, je trouve que la brèche, déjà, elle s'est déjà pas mal agrandie. Hein. Si tu regardes déjà les quelques mesures que Macron a prises, déjà, tu as la fameuse prime Macron qui porte mal son nom, qui doit être la prime Gilets jaunes. Ça, c'est déjà une sacrée brèche, quand même, quoi. Non, mais c'est rien. Après, il redonne aussi un peu de CSG. Donc là, encore une fois, c'est rien parce qu'il redonne de l'argent qu'il a pris. Tu vois. Mais encore une fois, s'il n'y avait plus les Gilets jaunes, il ne l'aurait pas fait. Après, tu as l'annulation de la taxe carbone. Là aussi, c'est plus qu'urgent parce que quand on voit que l'essence est redevenue même plus chère qu'au début du mouvement de Gilets jaunes, heureusement que cette taxe a été annulée. Mais enfin, tu vois, il s'est passé quelque chose. Macron, ça change. Alors bien sûr, s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, il serait allé encore plus loin, encore plus vite. Là, j'ai peur qu'avec les scores des européennes, ils repartent, ils relancent. On a remis une pièce dans la machine, c'est reparti. Mais oui, il faut continuer de lutter. Et puis cette brèche-là, alors, elle est effective, elle est là. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais en tout cas, il se passe des choses. On le voit aussi dans son discours, hein, Macron, ça change. Hein. Son discours d'avant, c'était croissance, compétitivité. Il fallait y aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et ça, c'est des mots qu'il n'utilise plus maintenant. Parce qu'il sait très bien que on a ciblé, on a compris d'où venaient ces inégalités. On sait, voilà, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu notamment des revendications sociales, et tout de suite, ça a été marqué l'ISF. C'était rend l'ISF. Et voilà, maintenant, on a ciblé les riches. Donc les mots compétitivité et croissance, quand ils nous en demandent plus à nous, il sait très bien qu'en faisant ça, on va forcément mettre la lumière sur les riches. Donc ça, c'est des mots qu'ils n'utilisent plus. Donc vous voyez, ça change. Maintenant, c'est vrai, il faut continuer à maintenir cette pression. De toute façon, il reste 3 ans. Hein. Il est qu'à 2 ans de mandat, on a tendance à l'oublier, mais vous avez vu la colère qu'il y a déjà au bout de 2 ans. C'est du jamais vu. J'avais fait la tournée avec François en première, donc on a fait pas mal de routes. Bon là, pour le coup, notre empreinte carbone à nous n'a pas été très bon. Mais on a fait de la route, et partout, hein, dans chaque ville, chaque village, chaque pont, sur chaque autoroute, il y a Macron dehors, Macron en prison, Macron démission. Ça revient sans arrêt. J'ai jamais vu ça avec notre président. Mais c'est un truc de fou. Ce mec est détesté. Il est haï. Donc maintenant, c'est comment se transforme cette colère? Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais pour le coup, la brèche, elle est vraiment très grande. Hein. Là, on est dans un changement. Après, il ne faut pas être trop dur, notamment envers nous, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, parce que on demande aux gens de réinventer un système dans lequel on baigne depuis des décennies. Ça ne va pas se faire du changement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Enfin, ce changement-là ne se fera pas comme ça en 6, 7 mois, 1 an. Ça prend énormément de temps. Donc pour l'instant, on est dans la phase où on construit, on réfléchit. Maintenant, il ne faut pas trop tergiverser. Mais je pense qu'en luttant comme ça, déjà, on a gagné pas mal de trucs. Et donc, il faut continuer. Je ne veux pas trop parler en public. Excusez-moi, oui, je suis Madame Mouton, j'habite Blainville-Crevant. J'ai été institutrice à Sotteville pendant 31 ans à la même école, dans un milieu qui n'était pas favorisé. Donc, les luttes, oui, je connais. Je suis d'une famille qui a toujours lutté. Hein, mais là, écoutez, je suis abasourdie. Après le résultat des élections de dimanche, moi, je ne comprends pas. Toutes ces luttes que vous avez menées, Dieu sait si je les ai soutenues, on les soutient, on continue à vous soutenir. Mais pourquoi ça ne s'est pas traduit dans les urnes? Moi, je suis catastrophée. Mais pourquoi vous n'avez pas... Enfin, je ne sais pas, si tout le monde, tous les gilets jaunes et tous ceux qui avaient intérêt, n'avaient pas mis le bon bulletin dans l'urne, bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, Macron, ça va être le rouleau compresseur. Hein, le fameux monsieur Delevoye, là, que nous connaissons bien, parce que je suis originaire du Pas-de-Calais. Mon mari aussi est des mines. Quand on voit que Marine Le Pen va disons, traduire dans les élections municipales, là, toutes les villes minières vont passer au Front National. Mais c'est pas possible.
Moi, écoutez, mes grands-parents qui étaient cultivateurs dans le Pas-de-Calais, le père de mon mari qui était mineur de fond, ils doivent se retourner des parents dans la tombe, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Mais attendez, alors Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, mais il va passer les jeunes à la moulinette, là, avec la retraite à point. Enfin, moi, je sais pas, je suis catastrophée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comment on dit, la France insoumise, qu'on a soutenu, mon mari est allé coller des affiches, moi j'ai essayé de convaincre, tout, sans arrêt, quoi. Et puis là, on est à 6,5%. Mais attendez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je sais pas, je pose la question. Fallait quand même, il y avait le bulletin. Après, je je sais pas, il y avait le bulletin à mettre dans l'urne. C'est une force extraordinaire. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire le tour des ronds-points encore pendant combien de temps? Mais il s'en fout, Macron, hein? Enfin, je crois. Moi, je suis catastrophée. Je pense que les résultats de cette élection, là déjà, il faut les relativiser. On a le grand vainqueur de cette élection, c'est pas le RN, c'est pas En Marche, c'est quand même l'abstention qui est à plus de 50%. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. L'abstention, les abstentionnistes, c'est des invisibles. Tu sais, ils n'ont pas voté, mais on s'en fout. Bah non, ça compte. Cette voix-là, elle compte, et elle compte plus que jamais. Ça prouve quoi? Ça prouve que on est quand même dans un modèle représentatif où, si vous prenez l'Assemblée nationale, 567 députés, pardon, si vous comptez l'abstention et le vote blanc, à l'heure actuelle, il n'y aurait que 17 députés dans cette Assemblée. Elle serait déserte. Mais à un moment donné, peut-être qu'il va falloir aussi prendre en compte cette colère-là, ce vote-là, ce non-vote plutôt, ça représente quelque chose. Dans cette Assemblée, Macron nous a vanté les mérites de... c'est une Assemblée de la vie civile. Voilà, c'était ça, sa grande expression. Mais c'est du flan, ça. La vie civile, mais c'est représentatif de rien du tout. À l'Assemblée, encore une fois, sur 577 députés, il y a un seul ancien employé. Un seul ancien, 0 ouvrier. Dans la société, dans la vraie société, les employés et les ouvriers représentent 33%. On est absent. Donc c'est pas étonnant qu'on se déplace pas voter. On est absent. On compte pas pour eux. Donc je pense que c'est aussi une des premières réflexions d'arrêter de faire culpabiliser les gens, les électeurs. À chaque fois, pour moi, ça m'agace parce qu'on n'est pas dans le bon schéma, quoi. Enfin, ça nous donne pas envie. Le jour où on sera un peu plus représenté, où on participera un peu plus à la vie de cette société, voter, être citoyen, c'est pas voter une fois tous les 2 ou 5 ans. C'est pas ça être citoyen. Ça va être se bouger le cul sans arrêt pour les services publics, pour son école, pour les hôpitaux, enfin pour tout, quoi. Vraiment pour la vie. C'est ça. On n'est pas citoyen, on le devient. Et c'est en s'impliquant dans la société. Pour moi, on est plus utile qu'en allant voter une fois tous les 4 matins pour on ne sait quel candidat. Il y a 34 listes là, 34... moi, personnellement, 34 listes, mais même pour se sentir représenté, c'est dur. C'est dur. Donc, il y a aussi une part de ça. Après, oui, pour le RN, ben voilà, c'est un vote, ça compte. C'est pareil, si vous comptez l'abstention, au final, il n'y a que 10% de l'électorat français qui a voté RN. On en fait toute une montagne, il n'y a que 10% des gens. Alors, bien sûr, c'est aussi un argument valable pour la gauche. C'est-à-dire qu'il y aurait 5% des gens qui auraient voté pour la gauche. Ben voilà, c'est un constat. Il faut en prendre conscience. Voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'on fait mal les choses, on s'exprime peut-être pas suffisamment bien. Et c'est vrai qu'on a aussi un manque de temps pour faire passer nos idées. Eux, ils ont tout. 85% de la presse et des médias appartiennent à des millionnaires ou des milliardaires. Vous entendez qu'un son de cloche, à longueur de temps. Et oui, et nous, pour faire connaître notre façon de penser, bah, on a quoi? On a le porte-à-porte, on a du tractage, on a des petites mains comme ça, mais c'est pas suffisant. Et là, encore une fois, aujourd'hui, à l'Assemblée, nos députés, les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle. Pourquoi? Parce que Richard Ferrand et les députés En Marche ont voté une loi pour raccourcir le temps de parole de l'opposition. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, on le raccourcit encore un peu. Sous prétexte de quoi? On leur dit, ouais, c'est pour fluidifier le débat. Non, c'est pas pour fluidifier le débat, c'est carrément pour museler l'opposition. Pour entendre encore plus le même son de cloche, à longueur de temps. Donc oui, bah, forcément que En Marche et tout arrive avec 20% des élections et puis que les gens ne votent pas, parce qu'on n'entend qu'un son de cloche. Avant même les Gilets jaunes, vous pensiez quoi? Vous pensiez être seul. Vous vous disiez, mais mince, je suis seul à penser comme ça. Puis paf, il y a eu le mois de novembre, et là, on se retrouve, on se dit, bah ouais, mais... Ah, puis mon copain, il a les mêmes galères que moi.
et puis bah lui aussi, puis bah machin, et puis là, petit à petit, on recrée du lien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On est tenté de recréer du lien, on s'est emparé des ronds-points, et paf, tout de suite, première mesure, ils ont cassé les ronds-points. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on recrée du lien, ils ne veulent pas qu'on se parle. Notre manière, ils nous individualisent. Pourquoi? Pour éviter que notre courant de pensée passe et qu'au final, on se rende compte qu'on n'est pas seul. On est des milliers, on est des millions à penser comme ça. Maintenant, c'est recréer ça, c'est un travail de fourmi. Ça prend du temps, encore une fois, mais pour ça, il ne faut pas lâcher. Je pense qu'il y a deux personnes qui... Allez-y, si vous voulez parler. Jean-Yves, tu es venu, Pierre-Yves. Donc, merci, bonsoir, Pierre-Yves, gilet jaune de Montcanchy, de dernière heure. Je suis le petit dernier de ce mouvement. Juste deux précisions. Je pense qu'il ne faut pas se tromper pour répondre à la dame qui était tout à l'heure et qui avait beaucoup de peine avec les élections. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que le mouvement, l'ADN de ce mouvement est un ADN transpartisan. Que la France insoumise ait soutenu le mouvement est une chose, qu'elle ait fait 6%, c'en est une autre. Il y a d'autres mouvements de gauche qui existent, qui sont des alternatives. Ça, c'est juste un premier constat. Maintenant, la peste brune, elle existe. Et alors? Elle a toujours existé. En 1934, elle a existé. Mon grand-père s'est battu contre les ligues fascistes. Et alors? Elle a existé. Donc, il y a d'autres manières de la combattre que de la diaboliser. Ça, c'est juste un petit point historique. Maintenant, justement, comment s'organiser? L'état des choses est maintenant. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, qui a fait 300 000 personnes, qui est rendu à peut-être 30 000 ou 50 000 maintenant, c'est maintenant quoi en faire? Vous avez dit, et plusieurs ont dit, il y a des choses à faire. Donc, c'est en fait comment les faire, avec qui les faire. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'un rond-point qui n'est pas celui de Montcanchy qui vienne nous voir, je pense que c'est très important, parce que comment organiser, structurer ce mouvement qui est un mouvement transpartisan, et je pense que c'est important de le redire, pardon. Et voilà, donc moi je ne peux que poser des questions, j'ai pas de solution, mais comment organiser au quotidien, d'une manière hebdomadaire, mensuelle, etc., ce mouvement pour que justement il puisse porter ses fruits et qu'il soit une vraie force d'opposition dans la durée. On sait qu'il ne se passera pas grand-chose, sauf effectivement la réforme des retraites, où en automne, il y aura un petit peu, ça va bousculer un petit peu. Après, il ne se passera rien jusqu'au municipal. Donc, ma question, c'est ça, c'est ensemble, tous les gens qui sont là, comment imaginer quelque chose pour être positif et avoir une sortie sur ce magnifique film et sur ce magnifique mouvement. Comment en sortir? C'est la question que je renvoie à la conscience de tout le monde. Merci. Merci. Je pense qu'il faudrait donner la parole à Olivier qui donc vient du rond-point des Vaches à Saint-Étienne et qui peut nous apporter les éléments par rapport aux questions posées. Olivier. On va rester humble parce que certains éléments, mais après voilà, on n'a pas non plus la science infuse et comme certains le disaient, et toi-même, si on peut se tutoyer, effectivement, il y a encore du boulot, il y a encore du chemin à faire, il y a encore des idées à prendre. Que dire? Par rapport au point des Vaches, on a été éjecté, destruction de cabane 33 fois, avec lacrymogène. Enfin, à la fin, c'était sans sommation, lacrymogène, même sur les voitures du Buffalo qui est à côté, le Buffalo Grill, enfin bref. La solution, et de toute façon, là, à l'heure actuelle, bon, là on l'attend, on attend encore un nouvel arrêté, mais il y a l'Armada, donc monsieur le préfet, le nouveau préfet Durand, que je vous rappelle quand même que c'est quand même l'ancien chef de cabinet d'Estrosi sous Sarkozy, donc on se plaignait de Puccio, mais on récupère pas une perle. Donc, du coup, on était de toute façon encore asséné d'arrêter. Là, le dernier, comment dire, n'a pas été renouvelé, mais monsieur s'occupe, je suis ça tous les jours, et monsieur s'occupe des arrêtés pour évidemment nous interdire à 1,5 km là, de passer sur l'Armada
avec 3 sas de sécurité, un bataillon de CRS, un truc énorme. On a d'ailleurs des gilets jaunes qui vont travailler pour l'Armada, donc on est assez bien renseignés. Comment on a fait? En fait, on n'a rien lâché, mais on n'a rien lâché, malgré les sommations et autres. On a continué à reconstruire. Là, la dernière solution, et l'avantage que l'on a, c'est qu'on a, c'est une question en fait de PLU, de plan local d'urbanisme. Intracommunautaire maintenant, ça s'appelle PLUI. En fait, on a l'avantage d'avoir effectivement ce fameux Buffalo électrodépôt là, où là c'est un parking privé-public. Donc ce n'est pas du ressort en fait ni de la métropole, parce que le rond-point appartient à la métropole, et il y a quelques parcelles de la ville de Saint-Étienne, que madame doit connaître d'ailleurs, nous ayant parlé de ce de Rouen. Et donc on a cet avantage. Alors le problème c'est que on avait une sommation, je vais essayer d'être quoi, mais on a été, c'est une SCI, hein, c'est un rentier comme vous et moi, qui a constitué une SCI à qui appartient le terrain. Évidemment, il n'était pas content quand il nous a vu arriver le 17 novembre. Donc il nous a fait 2 sommations, mais à chaque sommation, donc, il utilise automatiquement un huissier. Et au début, on avait un accord cordial. Sauf qu'après, il y a eu la pression de la préfète courant décembre, janvier. Et là, c'était plus la même chose. Il nous a fait venir donc l'huissier la première fois. À chaque fois, il est obligé de payer 138 € et 21 centimes. Bon, la collègue, malheureusement, a parlé des 90. Là, je parle dans l'autre sens pour un notaire, enfin pour la SCI, là. Donc, la première fois, donc, il a payé une deuxième fois, mais en amenant les forces de l'ordre avec lui. Donc là, on a eu le contrôle d'identité, tout ça. On est pour beaucoup au rond-point des Vaches, fichier S. J'en suis un. Catégorie 3. Donc il y a 10 catégories. Je suis en 3e catégorie, atteinte à la République. Malgré tout, on est resté. Et puis je crois que le coup de semonce, en fait, c'est quand les policiers sont venus et qu'on a organisé le Jeu du Soleil avec François Ruffin et François Boulot, où là, sur le parking, on était plus de 500, avec des gens d'Amiens, je crois, de toute façon, de Neuchâtel, voilà. Je sais qu'il y avait des personnes qui étaient venues de loin, mais de la Sarthe jusqu'à Amiens. Et là, les policiers sont venus, on dit, bon, tant que ça se passe dans le calme, c'est bon, mais sachez que le propriétaire, il en a marre, il n'en peut plus. Donc il laisse les gilets jaunes, tant que ça reste correct, qu'on garde la place propre. Donc l'avantage, c'est ça, c'est d'avoir quand même cet emplacement privé, et pour avoir été voir les collègues aussi, et avoir animé le débat avec la collègue à Vincent, Sabrina de Fakir, à Gournay-en-Bray, quand ils ont fait leur séance. C'est pareil, il y a les collègues en fait, qui ont cet avantage d'avoir effectivement un terrain privé, mais de plus en plus, malheureusement, c'est la peur. On parlait tout à l'heure de 30-40 000 gilets jaunes maintenant en France, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a peut-être plus qu'au début du mouvement. Sauf que les violences psychologiques que l'on a, les violences policières que l'on subit, font que les gens, physiquement, ils sont plus là. Et puis, ça fait 6 mois. C'était OK, un nouveau mouvement, mais ça fait 6 mois. Il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a des bobos. Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi des contraintes familiales, il ne faut pas l'oublier. Une usure des enfants. Moi, petite anecdote comme ça, très brièvement, mais à Jeu du Soleil, justement, une collègue que je côtoyais, qu'on côtoie et qu'on voit assez souvent, mais qui n'est pas du rond-point des Vaches, je ne sais plus où aller. Et on parlait après Jeu du Soleil, avec l'émotion, comme vous pouvez la ressentir. Hein. Moi, ça fait 6 fois, mais je pleure toujours au même moment, je verse ma larme, ou je souris et je rigole toujours au même moment aussi. Et j'ai dit, tu sais, là, ce soir, je suis encore là, on a organisé Jeu du Soleil, tout ça, on a organisé la séance, mais mes filles me manquent. Bon, j'en ai une qui est là, j'ai ma grande qui est là, mais mes filles me manquent, et ma petite de 11 ans me dit, papa, on se voit pas souvent en ce moment. Et là, elle a éclaté en sanglots, et elle m'a dit, ah, toi aussi, tu as de la, comment dire, tu te sens, voilà, tu as de la culpabilité. Et effectivement, je me sens coupable. Mais en fait, après, j'ai expliqué aussi aux enfants, mais comme on peut expliquer, on a le cas partout avec nos amis, nos copains, les familles qui ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais est-ce que beaucoup de gens, je serais curieux de savoir, mais est-ce que beaucoup de gens dans votre entourage sont gilets jaunes avec vous? Eh ben non. Et je crois qu'on a tous le même, à quelques exceptions près, hein, on a tous ce même ressenti de se sentir un peu et d'avoir retrouvé, je sais faire quand même la différence entre ma propre famille et autres, mais la famille gilets jaunes. Et voilà, à côté de ça, il y a tout un élan de solidarité, de fraternité. Alors, avec des querelles, on s'embrouille, on s'engueule. Le lendemain, ça va mieux. Mais en fait, au final, on sait tous pourquoi on est là. Et dans la méthodologie, j'étais un peu trop long, mais dans la méthodologie, là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. On a vu Amiens, pour ceux qui ont pu y aller ou autres, en covoiturage. Donc, Amiens, ça a quand même été un
un beau mouvement samedi dernier, dans le sens où moi je pars du principe, alors je ne veux pas dénigrer des personnes que j'ai déjà vues et que je côtoie aussi, comme Jérôme Rodriguez, Éric Drouet ou autres. Maintenant, Paris, c'est pas la France, quoi. Enfin, moi j'ai ce sentiment-là. Eux-mêmes me l'ont dit, et me l'a dit aussi Éric Drouet à Évreux, là, quand ils ont fait une conférence citoyenne. Ouais, c'est pour ça qu'il faut me tenir. Mais il me disait, après c'est des choses c'est vrai qui sont importantes, mais il faut laisser la parole effectivement. Il me disait lui-même, et ça m'a rassuré quelque part, il m'a dit heureusement que vous êtes là, vous la province. Parce que les Parisiens, ils sont tous anti-gilets jaunes, quoi. Et il me dit, si on n'avait pas la province avec nous le samedi, on ne serait pas nombreux, quoi. Donc voilà, après les solutions, je fais très court. Les solutions, là, on met des choses en place. Il y a quand même une plateforme qui est très intéressante, dont je gère, moi, je me suis rajouté ça, je gère, entre guillemets, manager de 76 Seine-Maritime du groupe, sur le site lalignejaune.fr, qui est la plateforme, pour certains, si vous connaissez, la plateforme qui est mise en place et qui nous permet au niveau interrégional, en fait, de pouvoir communiquer, s'entraider, et se donner des idées, et voilà. Donc après, affaire à suivre. Il y a les manifestations là, voilà, quand on est 28 un samedi matin et qu'on se retrouve à 200 l'après-midi, il y a peut-être des réflexions à avoir sur Rouen, si je parle de Rouen, où là il y a des actions communes, je peux le dire là ce soir. Là par exemple, il y a une action commune samedi, à partir de 9h, contre le CICE, donné à foison au groupe Carrefour, et les 3000 licenciements qu'il va y avoir bientôt en pseudo-rupture conventionnelle. Il y a une action samedi au Havre, au Carrefour du Havre, au Carrefour d'Évreux et au Carrefour Tourville-la-Rivière à partir de 9h. Là, il y a une action tractage, pas de blocage. Le blocage, ça sert à rien, on va se taper les... Je dis à nous-mêmes, on est citoyens, c'est pas la peine. Les blocages, c'est plus la peine. Par contre, il y a une action de tractage voilà, une opération plastique aussi, ça s'appelle Plastic Attack, sur tout ce qui est suremballage et autres. Et ça va se faire de façon commune. Là, c'est un exemple pour pouvoir essayer d'avancer, de faire autre chose et d'avoir une meilleure visibilité face aux citoyens. Je m'excuse si j'ai été trop long. Merci. Non, merci Olivier, c'était pas trop long, c'était riche. Par contre, je pense que vous avez des questions encore, et c'est le moment de les poser, de venir. Ou des réflexions, bien sûr. Et notamment, en effet. Bonsoir, je vais essayer de parler dans le micro. Moi, c'est Geoffrey. Du coup, je voulais réagir par rapport à tout ce qui s'est dit justement par rapport à là, et notamment la dame qui a parlé sur les élections. Et se rappeler aussi qu'on est en tête la notion de relativisme. Qu'en fait, il y a différentes choses où on peut prendre du recul. Déjà, ne serait-ce que sur les élections, on a porté beaucoup d'attention, et moi je vois ça comme une utilisation des médias et des politiques pour détourner notre attention, et du coup c'est aussi... Et toutes les semaines, quand on regarde de semaine en semaine, dans le mouvement, tout va très vite. Entre chaque acte, il se passe des choses, et les médias mettent en avant des choses. C'est la violence, au début c'est les homophobes, les antisémites, il y a toujours des choses. Et ça, en fait, ça suscite une chose chez nous, enfin chez tout le monde, c'est que ça nous demande de nous positionner. Soit on est pour, soit on est contre, soit on est ci, soit on est ça. Et le summum, c'est la politique, parce que là, en plus, on y met de l'émotion. Et du coup, ça, c'est des choses, c'est un enjeu pour moi, l'attention. Et les médias en sont pour beaucoup, les politiques aussi dans leur discours, parce que c'est relayé par les médias, mais aussi parce qu'ils choisissent des mots, ils choisissent des choses pour orienter notre attention. Et ils savent très bien que ça suscite ces divisions-là, et qu'on va devoir se positionner. Et du coup, ça, c'est le relativisme, d'autant plus quand on sait que les européennes, en réalité, elles ne servent pas à grand-chose, elles n'ont pas un grand intérêt politique pour la France et tout ça. Enfin, voilà, il y a un relativisme déjà par rapport à ça, où il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, je pense. Le paysage ne change pas trop au final. Il se reproduit même, quand en 2014, c'était la même chose, après les européennes, c'était le FN pour poser un paysage pour être présidentiel, pour nous mettre dans une double opposition où on n'a pas vraiment le choix, en fait. Et un autre relativisme, c'est aussi, il faut se rappeler que les gilets jaunes, c'est pas, même si on a un soutien, c'est pas la société, on représente 1 ou 2%. Et du coup, sur les élections, on peut relativiser aussi, parce que pour moi, c'est pas du tout Rassemblement National, c'est pas du tout un vote de gilets jaunes. D'ailleurs, ils ont fait même un petit peu moins qu'en 2014, et il y avait déjà les gilets jaunes. Enfin, il n'y a pas de lien à faire, je pense. C'est en tout cas s'avancer de faire ce lien-là. Et ensuite, c'est de se dire que les gilets jaunes, en fait, pendant un moment, on cherchait à justifier le fait qu'il y ait des gilets jaunes, à se dire, mais c'est la société, on est une majorité, on représente...
Non, on n'est pas la société. Heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas la société, comme à l'origine, ça part quand même des classes les plus défavorisées, et on sait quand même qu'on a des classes moyennes aujourd'hui qui est très large, même si justement aujourd'hui avec les travailleurs pauvres, la classe moyenne d'en bas, elle est en difficulté aussi. On voit que les inégalités, c'est comme ça qu'on voit que la pauvreté grandit et tout ça. On est 9 millions à vivre sous le seuil de pauvreté, que ce soit travailleurs ou non-travailleurs ou quoi que ce soit. Et du coup, ça, faut se dire que c'est un débat qui, maintenant, c'est au niveau des valeurs aussi qu'on veut défendre. Parce que là, c'est une légitimité démocratique, parce qu'on ne laisse pas une partie de la population, comme ça, se plaindre et des plaintes légitimes. On peut pas, et démocratiquement, on peut pas, même si on ne représente pas de majorité, c'est ça le vrai argument, qu'on puisse pas nous discrédibiliser. Et le dernier relativisme aussi, c'est du coup de prendre conscience de ça, c'est de se dire à un moment donné, ouais, mais il faut trouver un dénominateur commun pour pouvoir avancer. Une lutte, on ne s'engage pas dans une lutte si on n'a pas un intérêt à défendre. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Il y en a des sociologues et ça qui disent qu'il n'y a pas d'acte gratuit comme ça. On est toujours dans le bon contre. Bref, ça, c'est important de le savoir parce que ça nous extrait de nos individualités, déjà de notre entre-soi, et ça peut aider aussi les autres à sortir de leur entre-soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois il n'y a pas 10 000 choses qui réunissent toute la société. C'est l'environnement. Dans 25 ans, ils prévoient déjà des problèmes en termes de... Je dis toujours, là aujourd'hui on se bat pour des droits, mais dans 25 ans, ce sera pour des besoins de première nécessité, de l'eau potable. Les terres, aujourd'hui, c'est alarmant. On a tué 60% de la biodiversité en 40 ans d'industrialisation. On est en train de piller les continents à côté. Enfin bref, il y a plein de références, on peut se renseigner, mais c'est plus, on n'est plus en train de se dire, ouais, on doute. Mais aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience qu'il faut prendre, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation qu'on peut envisager la fin de l'humanité. Quand même, hein. C'est quand même la biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre qu'une espèce sur la Terre. Et là, on avance vers ça, il restera que les humains à un moment donné, parce que les poissons, ils sont remplis de plastique, c'est quand même assez alarmant. Et on est dans un déni collectif, parce que ça fait peur. Le déni, c'est ça, c'est quand la réalité est tellement difficile à appréhender, à être d'accord, qu'on préfère... trouver des excuses même face à la raison. Les scientifiques, ça fait 20 ans qu'ils annoncent qu'on va avoir des difficultés. Au début, c'était par rapport au pétrole, parce que c'était par rapport à notre confort et tout ça, mais voilà. Du coup, se rappeler de ça, et qu'aujourd'hui, il y a l'écologie, et aussi pour nous protéger, juste pour finir, moi, il y a un truc que je me dis qui est très facile, qui coûte pas cher, et qui est cohérent, logique, que tout le monde peut comprendre, c'est le vote blanc. Le vote blanc, c'est juste de dire... à un moment donné, s'il y a trop de votes blancs, c'est qu'on n'est pas satisfait de la proposition électorale, ça ne coûte pas d'argent à mettre en place, c'est normal, cohérent, c'est accessible à tous, on a 2 ans pour le faire, pour se protéger. Et pourquoi pas jouer un truc, et c'est un pas en avant vers la démocratie, c'est pas une finalité en soi, mais en tout cas, on sait que le changement ne sera pas radicalement du jour au lendemain, on est rentré là c'est un processus qui est engagé. Il faut se trouver peut-être des petites étapes. Vous savez, moi je suis éducateur et je travaille des fois avec des enfants handicapés, et quand on fixe des objectifs trop ambitieux, on met en échec l'accompagnement, et on met en échec la personne parce que on a grillé des étapes avant, et il faut passer par on va peut-être pas travailler ça, mais peut-être que ça d'abord. Et moi, c'est une idée comme ça, mais le vote blanc, je pense que c'est un premier pas qui est en plus assez réaliste et qui répond à nos besoins démocratiques de contrôle sur les politiques et tout ça. Enfin voilà. Désolé si moi je parle beaucoup. Et sinon, juste, bientôt, nous, on va lancer un projet où, justement, dans l'idée de redonner un souffle au mouvement, avec un départ, on va former un cortège normand aussi, un peu sur le même principe que Je veux du soleil, sauf que ça part de Gilets jaunes, c'est par les Gilets jaunes, pour les Gilets jaunes, mais pour le peuple aussi. Et du coup, on va aller jusqu'à la frontière espagnole, et on va essayer de partir avec... Il y a des gens du rond-point de Mocanchi, du rond-point des Vaches, du rond-point des 4 routes dans le 27, et justement, il y a un appel qui est ouvert à tous ceux qui seraient intéressés. Il y a des réunions d'information qui vont être mises pour présenter le projet et agrandir le cortège pour qu'on représente la Normandie un maximum et qu'on touche tout le monde. Et histoire de faire du lien aussi, recréer du lien. Merci. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui. Non, mais on t'entend. Je vais parler fort. Ah oui. Tant pis pour mes voisins. Donc en fait, moi j'habite le manoir.
On est la seule commune en Seine-Maritime à avoir voté pour les Verts. On est combien d'habitants 750. 750 et on a été combien 62. 62 à voter Vert. Voilà, c'était pas le RN, c'était Vert, c'était pas France Insoumise. Voilà, donc on n'est pas dans le déni de l'écologie, hein, puisque voilà, une petite commune a voté Vert. Là, on a été, la télé s'est déplacée, hein, voilà, et petite commune de Vieux-Manoir. Sinon, je voulais aussi parler des élections. Il y en a chez nous à Mokanchy qui ont assisté au dépouillement. Ils se sont aussi rendus compte que les gens, enfin tout était fait pour blouser un petit peu les votants, puisque parmi les programmes, eh ben, on avait les listes qui étaient à la même dimension que les programmes, c'est-à-dire en format A4. Donc les gens se sont un petit peu perdus. D'habitude, on a un billet, un petit papier qu'on glisse dans l'enveloppe qui est plié en deux. Là, on a dû plier en 4 le format A4 pour le mettre dans l'enveloppe. Les personnes âgées, excusez-moi, mais je les comprends. Ils ont pu se tromper et mettre le programme. Donc ça, c'est zéro, parce que c'est zéro comptabilisé. Et puis, 34 listes. Alors là, c'était la panacée. Voilà, il y en a, il fallait même imprimer chez soi le papier, temps de grammage, etc. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Il y en a qui ont été radiés des listes, ils l'ont su au dernier moment, il fallait se battre. Donc, excusez-moi, mais les élections, là, ça veut rien dire du tout. Donc, c'est pas grave, il faut pas se formaliser. Moi, je suis positive. On a donné une petite claque, hein, une petite baffe. Voilà, on en donnera une autre. Notre action, c'est ça, c'est qu'il faut avoir conscience que les prochaines fois, même si on n'est pas mobilisé en jaune sur les ronds-points nuit et jour, il faut avoir conscience que les prochaines fois, on va foutre la raclée, quoi. Et il ne faut pas lâcher, il faut avoir ça en conscience, et il faut se mobiliser, il faut continuer, alors que ce soit dans un cortège vers le soleil, vers le boulot ou autre chose. Mais manifester à droite, à gauche, il faut rester mobilisé en jaune, il faut montrer du jaune, comme a dit Ruffin et Boulot. Comme on dit Ruffin et Boulot, il faut leur montrer du jaune. Ils détestent, ils en ont marre du jaune. Donc ils vont en vomir un petit peu. Et puis, faut rester, il ne faut rien lâcher. Et puis, le moindre truc qu'on pourra faire, on le fera. Même si effectivement il faut faire attention à nos familles, à nos couples, préserver tout ça, pour pas qu'ils nous cassent tout ça aussi, hein, voilà. Et puis il faut pas dire que les gilets jaunes, c'est tous la misère. Les gilets jaunes, non, les gilets jaunes sont aussi, parfois ont rien à voir avec la misère, mais sont contre un gouvernement et contre des valeurs dont on ne se reconnaît pas. Donc c'est surtout ça, voilà, on a chacun nos vies, chacun nos parcours, on est riche de ce qu'on est, de nos personnalités. La misère, ça dépend où on la place, la misère. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le fric, la misère. Voilà, on arrive toujours à se démerder, il faut vivre, il faut profiter du moment présent, profiter des gens humainement, et il faut se battre. Mais il ne faut pas baisser les bras et se battre contre ce gouvernement dont on ne veut plus. Voilà. Moi, en le voyant à l'écran, j'ai envie de lui foutre des baffes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Bravo. Oui. On va se la faire attendre. S'il y a une autre question, en fait, c'est ça, surtout profiter de l'échange. Laurence? Moi, j'ai entendu tous les jours, tout sauf Macron. Est-ce que c'est vraiment le truc qu'il faut dire? Honnêtement, est-ce que c'est la réponse tout sauf Macron? Oui, la question de Laurence, c'est est-ce qu'il faut Moi, ça m'a choqué. inventer le mot d'ordre tout sauf Macron? Tout le temps, le tout sauf Macron. C'est pas ça la solution. Ok, on veut pas de lui, mais pas tout sauf Macron. Je voudrais, à partir de cette question, apporter une vue, enfin une idée concernant ce qu'on a pensé utile en vous présentant ce film, parce que on a œuvré pour qu'il puisse passer pas seulement à Rouen, mais aussi à Montagne-Châtel. Et il est passé également 2 fois à Gournay, je crois. Hein. Oui. Bon, c'est important qu'on puisse avoir la possibilité d'échanger sur tous ces problèmes qui sont exposés dans le film
et dont on voit bien qu'il vise à changer vraiment la société complètement en profondeur et à renverser les valeurs telles qu'elles fonctionnent actuellement. Or ça, c'est quelque chose qui nécessite qu'on soit tous ensemble à réfléchir pour en parler. Et donc je pense qu'il faudrait partir de ce qui existe, c'est-à-dire de l'existence d'un mouvement des Gilets jaunes dans notre secteur qui est assez dynamique, qui est allé se mettre en échange avec un autre mouvement qui s'est créé à Rouen et qui s'appelle Assemblée citoyenne et dont les gens qui, Olivier en particulier, est bien au courant, dont nous faisons partie, auxquels nous apportons aussi nos idées. Et c'est dans le rassemblement donc, de toutes ces réflexions que je pense on pourra arriver à la fois donner un nouveau scénario, construire un nouveau scénario, d'autre part appuyer bien sûr les actions qui sont en cours, mais surtout pouvoir se rassembler et pas être prisonnier d'un seul son de cloche et être ouvert sur toutes les questions et solutions. Et c'était l'ambition de notre réunion de ce soir. Juste, je voulais rajouter, il y a un monsieur qui a répondu à tout sur Macron, oui. Pourquoi pas oui à quelqu'un. D'accord. J'ai trouvé ça excellent. Oui, alors la question du tout sauf Macron. Bah, même nous, au sein de Fakir, ça a fait débat. Parce qu'on a fait avec Ruffin, donc là c'était pas Fakir, c'est surtout Picardie debout, vous savez, François a été élu avec ça, avec ce rassemblement de plusieurs partis dans sa circonscription. Et du coup, nous, on voulait que les gens se mobilisent pour cette élection, mais en ayant été élus avec France Insoumise, Parti communiste Ensemble et Europe Écologie Les Verts, il fallait dire aux gens se mobiliser sans donner une consigne pour un parti, puisque là tous les partis étaient représentés, sauf Ensemble, qui était avec la FI. Mais donc du coup on avait mis s'abstenir, c'est voter Macron, ou ni Le Pen ni Macron, mais sans donner de consigne claire. Donc ouais, ça avait fait débat entre nous, parce que oui, effectivement, moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui... Ouais, ça me pose un problème. Ni Macron ni Le Pen, ne pas s'abstenir, machin, c'est bien, mais voilà, mais j'ai pas envie que les gens votent Bellamy, j'ai pas envie que les gens votent... Enfin voilà, j'ai mes convictions aussi. Mais donc ouais, c'est problématique ça, mais c'est un argument. Ouais, puis ils ont joué aussi sur ça. Donc d'un côté, vous aviez le RN qui disait votez contre Macron, donc votez pour nous. C'était même leurs élections de fin. Et pour ça, quand tu nous parles de vote d'adhésion, mon œil. Et d'un côté aussi, En Marche, c'était ça, c'était moi ou le chaos. Donc vous voyez, en fait, on est tombé dans le panneau. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, on fera pas le match. C'est un peu comme un match de foot, on peut le refaire 10 fois. Non, mais faut se dire... on va jouer 9 fois, on va le gagner, cette fois-là, on a perdu. Ça fait 20 ans que c'est comme ça et que, c'est comme ça, et que ça matérialise bien que le vote, ça sert plus à rien. Comme c'est la logique, on doit s'exprimer, c'est pas voter pour, contre quelqu'un. Surtout les européennes, c'est là où on a mal saisi le truc, c'est qu'en plus c'était un peu... bon, même si cette histoire des 5% biaise totalement, encore une fois, la représentation, mais c'était quand même l'élection à un tour où il y avait, entre guillemets, de la proportionnelle. Donc là, les gens pouvaient voter directement dès le premier tour, bam. Bon, voilà, c'est une élection, on n'a pas vraiment l'habitude, voilà, on n'a pas eu ces élections, puis bon, encore une fois, c'est comme ça. Répondre à madame sur la représentation du mouvement. Alors, c'est sûr que là, le film représente mal le mouvement, je pense. En fait, François a privilégié des gens directement, est allé chercher des témoignages. Donc là, forcément, dans le film, vous n'avez pas de petits patrons, etc., comme on peut l'avoir dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Et c'était aussi la force du mouvement, c'était ça. Au début, on ne pouvait pas le cerner parce qu'il y avait vraiment toute la société était là représentée et on ne savait pas. C'est pour ça que même les élus étaient perdus en disant mais ça sort d'où ce truc hein. D'un côté, vous avez ceux qui disaient eh ben voilà, moi je suis au chômage. Il y avait le petit patron qui était là qui disait bah, moi j'ai trop de taxes et puis patati. Enfin, il y avait vraiment de tout. Là, vous avez des gens quand Loïc dans le film dit bah moi j'ai pas mangé depuis 3 jours, c'est pas eu ma pizza, j'aurais pas mangé encore aujourd'hui. Bah ouais, c'est sûr, c'est un témoignage, on ne peut rien rajouter derrière. Là, vous avez de la précarité, c'est une disparaît quand vous voyez qu'elle est enceinte et qu'on lui demande d'aller travailler alors qu'elle est sur le point d'accoucher, c'est son mari qui lui dit d'aller au secours pop, bah oui, encore une fois, c'est une réalité. Mais ce film-là, c'est un film purement subjectif, hein. On voulait mettre la lumière là-dessus.
c'était s'adresser, en fait le but du film était de s'adresser aux classes moyennes et de se dire, aux moyennes sup, et de se dire, ben voilà, vous voyez ces gens-là, ça pourrait être vous. C'est de mettre des visages. Je pense qu'on rentre aussi dans une lutte à partir du moment où ça nous touche personnellement, où on ressent de l'émotion. C'est important l'émotion si on veut avancer, si on veut combattre. Il faut savoir, ça fait partie du truc, vous-même vous l'avez ressenti. Hein. Nous, Gilets jaunes, quand on va dans les manifs, ben oui, il faut être animé de quelque chose en plus, quoi. La lutte ne suffit pas. C'est pour tenir, par exemple, 6 mois, c'est que vous avez créé forcément ce que tu disais, des liens, tu disais la famille tout à l'heure. On a besoin de ça, hein. Une lutte qui dure aussi longtemps, mais c'est exceptionnel. Là aussi, c'est exceptionnel, il faut le rappeler. On est dur avec nous en disant, il y a moins de monde, machin, mais oui, voilà, il y a la répression policière, la pression psychologique, etc. Et le temps, et c'est très très dur. Hein. Mener une lutte aussi longue, c'est déjà rien que ça, c'est chapeau. Et ouais, je pense qu'on peut s'applaudir là, tout le monde, parce que... Et tout à l'heure, un exemple concret, tu parlais du CICE. Le CICE, là, c'est vachement bien d'ailleurs ce que vous allez faire ce week-end avec le Plastic Attack, ça c'est cool, en plus je fais partie de Plastic Attack, donc ça me parle bien. Le CICE, ça c'est une belle entourloupe. Nous on a vu le grand débat, comme tout le monde, et j'y avais assisté, et on a vu la députée du coin, Barbara Pompili, une ancienne vert. Voilà. Je suis pas très tendre avec les verts, j'ai un peu de mal, mais bon, c'est un autre débat, c'est qu'on en parle après. Une ancienne Europe Écologie Les Verts qui me disait non mais le CICE elle répondait ça justement aux gens qui l'interpellaient sur ça. Non mais c'est fini le CICE, c'est fini maintenant, le CICE est abandonné. Ah là c'est encore une fois, c'est là vous tombez dans les éléments de langage de la Macronie. Alors effectivement le CICE tel qu'il était conçu au départ comme un dispositif temporaire est terminé, mais c'est pire que ça. Il est terminé mais il est directement maintenant adopté dans la loi de la sécurité sociale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un dispositif qui devait être pérenne, qui devait nous coûter 30 milliards d'euros par an, nous a coûté cette année 65 milliards d'euros. Et en plus de ça, maintenant, il est pérenne, c'est-à-dire que c'est une baisse de cotisation patronale qui sera reconductible chaque année. Vous voyez, alors là, et après, elle ose quand même dire aux gens, non mais c'est fini le CICE. Hein. Vous voyez, donc là, vous tombez vraiment dans les éléments de langage de la Macronie. Et aussi, tant que je balance là, je vais balancer aussi sur le RN, qui notamment, à l'Assemblée nationale, avait voté contre cette loi de la sécurité sociale, mais avait voté contre pourquoi ? N'a pas voté contre la loi de la sécurité sociale dans laquelle il y a CICE parce qu'il y avait ça. Non, elle a voté contre la loi de la Sécu, pas parce qu'il y a CICE, parce que tout le monde sait que le meilleur allié du libéralisme, c'est quand même le Front National. Ils ont voté contre parce que dedans il y avait l'AME, l'assistance médicale d'État, qui coûte 700 millions d'euros par an. Vous allez me dire, c'est beaucoup 700 millions. Mais quand on focalise la lumière sur ça à 700 millions, mais par contre, les 65 milliards d'euros à côté, pour eux, c'est pas suffisant pour voter contre, voilà, là vous avez le vrai visage du RN, du Rassemblement National. Vous voyez, c'est toujours mettre la lumière sur le petit, sur celui qu'on voit, par contre, le grand qui lui exploite, lui a servi, il passe outre. Voilà, donc ne soyons pas dupes, je pense qu'on ne l'est pas, voilà pourquoi il faut se mobiliser au quotidien. Moi, je vais faire 2 réflexions. La première sur le champ tout de suite et à chaud. Je le remarque dans la salle, vous pouvez voir que vous êtes entre vous, Gilets jaunes. Tous les gens qui n'adoptent pas les Gilets jaunes sont déjà partis. Oh oui, une personne, ou 2 peut-être, mais à mon avis, on est tous là. Donc vous voyez bien déjà que l'acceptation du gilet jaune, elle n'est pas si facile que ça. Et moi, des gens qui sont partis, j'en connais, je vais les retrouver demain et après-demain, et on va encore parler. Ça va encore parler. Voilà. Donc il faut le savoir. Ça c'est sur le show, mais je pense que c'est important de se le dire tout de suite ensemble. La deuxième chose qui moi me fait toujours mal partout et tout le temps, parce que comme je suis né juste après la guerre, on a sorti, la BP a sorti Emmaüs. Si les politiques étaient très fortes, on n'aurait plus Emmaüs aujourd'hui. Et s'ils étaient si forts que ça, on a eu aussi à la suite un certain Coluche qui a sorti les Restos du Cœur. Et si les politiques étaient si forts que ça, ils auraient aussi commencé par là. Donc tant qu'on a ces gens-là qui sont avec le Resto du Cœur, avec Emmaüs pour se loger, se nourrir, avoir un peu de social, avoir un peu de chaleur, ça veut bien dire que nos politiques sont des incapables. Point barre. Donc, toujours ouverture à des questions, à des réflexions. Quand est-ce qu'il se présente au présidentiel, je pense ? Ouais, franchement, on n'y est pas, hein. 3 ans. Répondre, monsieur. J'ai pas de réponse, moi. Parce que là, avec Mélenchon, voilà quoi. Il faut du changement, faut
On a envie d'y croire au soleil, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a marqué là aussi dans cette tournée, c'était on est toujours dans l'attente d'un homme providentiel. Mais pourquoi on attend ça? Parce qu'il n'y en a aucun. Ouais, vous voyez, mais on retombe toujours dans le panneau de la représentation. On attend toujours tout d'un homme, mais c'est totalement dingue ça. C'est totalement dingue. Enfin, vous prenez. Ouais, mais justement, il faut peut-être. La réponse, c'est l'organisation de la 5e République. Tout à fait. Mais bien sûr, on est pour un système là. Compris au niveau de Mélenchon, a parlé d'une 6e République. Ça n'a pas duré très longtemps. Et tout le monde a occulté cette notion de remise en question partielle hein, ou d'adaptation de nos règles constitutionnelles. Et on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelqu'un a dit, s'il y avait, c'est dit, si les politiques avaient été capables, il n'y aurait plus d'AVPR, enfin, il n'y en a plus, il n'y aurait pas Emmaüs, et il n'y aurait pas les Restos du Cœur. Mais on a le sentiment qu'à partir d'un certain moment, quand on remet en cause des éléments de la loi, entre guillemets, fondamentale, ça ne dure jamais. Parce que, à partir du moment où ça monte dans les échelons, il y a tellement d'avantages à rester dans le cadre de cette structure, on n'en parle plus. Et la base pour répondre à l'homme providentiel que vous avez évoqué, mais bien sûr, la 5e République a été faite par degré pour de Gaulle, et tout le monde s'en est adapté, s'en est félicité, y compris nos 2 derniers François. Ouais, donc mais... ça serait intéressant. Ça, c'est une vraie question politique. La France insoumise, parce que là, c'est un débat plus France insoumise que Gilets jaunes. Justement, quelle est la position de la France insoumise sur ce sujet-là? Ouais, voilà. Moi, j'ai pas la réponse sur ça. Par contre, il y a un truc que je peux vous conseiller. Justement, tout à l'heure, on était vachement dur sur l'abstention, sur les élections. Moi, je vous conseille un documentaire, c'est J'ai pas voté. Je sais pas si il est en lien, il est en streaming gratuit sur YouTube. Bon, je fais un peu de pub aussi pour des multinationales. Mais ouais, je pense que je vous le conseille. Mais en tout cas, j'avais bien aimé ce docu. Et puis, j'avais un autre truc, mais je l'ai oublié. Pour éviter, je crois que c'est ce qu'on cherche à faire, de regarder si Ruffin, Mélenchon, il y en a marre. Il ne faut pas entrer là-dedans, parce que Ruffin fait partie d'une équipe. Il y a aussi Catenacci, il y a plein, dans les 17 députés, il y a des gens qui ont énormément de qualité, et c'est une équipe. Alors quand on commence à dire, lui il est mieux que l'autre, eh bien on fait le jeu des médias, qui disent, regardez, il lui fait la gueule, il se parle plus, etc. Donc ça c'est un point que je voulais dire. Maintenant l'autre point, c'est que bon, moi j'ai des enfants trentenaires, et en fait, en discutant avec eux et des amis, ils n'ont pas voté, enfin mes enfants ont voté, mais beaucoup d'amis, ils m'ont dit, ça ne les intéresse pas vraiment la politique, ça ne les intéresse pas, parce qu'on est dans une société où on est occupé par le divertissement, sur Internet, les vidéos, etc. On n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas. Et là où c'était pire, il m'a dit, en parlant de copains, eux ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent, de s'enrichir. Ils n'ont rien à faire de se mobiliser pour les autres. Et c'est vrai que ça nous fait mal, parce que je crois qu'ici, dans la salle, on est quand même plus de ma génération que celle de mes enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tout à l'heure, vous avez dit que les médias étaient aux mains de... là. Et c'est ça aussi, on les occupe. Et moi, tous les matins, je regarde sur mon téléphone ce que Google met à ma disposition comme information. Et c'est terrifiant, parce que c'est Macron, machin, etc., les animaux. Donc je crois que c'est aussi notre faute peut-être comment on peut mobiliser la génération d'en dessous, quoi. Juste avant, le fameux truc Ruffin-Mélenchon. Quand on avait fait la projection à Dions, il y avait 3000 personnes près de Nîmes, et il y avait c'est plus le journal, c'est comment on dit, quotidien, l'émission quotidien de Yann Barthès qui était là, le journaliste, et leur question, ça a été d'interviewer toutes les personnes en disant, alors, Ruffin-Mélenchon, un truc totalement absurde, quoi. Déjà, on est au milieu de 3000 gilets jaunes qu'on n'a rien à foutre, de la politique en général, et là, on vient leur poser cette question. Vous voyez, mais donc, oui, forcément, il y a quelque part, il y a un jeu sur ça, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Ça fait partie du truc. Après, c'était... oui, mais là, il va y avoir les élections, les prochaines, c'est municipales. Allons-y.
Chacun, enfin, nous on avait fait dans notre truc, notre slogan pendant la campagne législative, c'était « Ils ont l'argent, on a les gens ». Ben, allons rencontrer les gens, formons des listes, mais reprenons le pouvoir. Il faut arrêter de donner le pouvoir à ceux qui le réclament. Ça, c'est la base. Et sortir de cette logique-là, à chaque fois, encore une fois, de cet homme, des partis, des machins, c'est allons, rencontrons les gens, faisons, et puis de toute façon, c'est ça, pour moi, il faut qu'on soit, on est tous des, en tout cas dans la salle, on est comme ça, on est des taiseux, on est des faiseux, on fait quoi. Et c'est à force de faire des petites luttes, qu'on va agglomérer le plus de personnes possible. Nous, on a déjà commencé avec les Gilets jaunes, il faut continuer, il y a les prochaines élections, et ben allez, on y va, mais arrêtez chaque fois de chercher un homme et de trouver des porte-paroles, des représentants, c'est maintenant, il faut y aller. Pour moi, c'est une des clés. Moi, je confirme ce qu'il vient de dire, et mon idée, elle est très simple, moi je connais ça depuis quelques années industrielles, c'est de faire comme une scope. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron dans la boutique, tout le monde est actionnaire, du plus petit cariste, même celui qui donne le coup de pelle, le coup de balai dans l'usine, jusqu'à celui qui prend les rênes. Et là, on est tranquille. Moi, j'ai la chance de connaître 2-3 entreprises, grosses entreprises comme ça, et ça marche tout seul. Et il n'y a pas de problème familiaux, reprises d'entreprise, tout ça, ça colle impeccable. Donc ça devrait exister. Et je pense que nous, ce qu'on fait ici en tant que Mokoshi, c'est un petit peu ça. Parce que moi, si j'ai accepté de jouer le jeu avec vous, c'est parce que je sais bien que j'ai pas besoin de m'occuper de grand-chose. Tout le monde fait son job. Bon, de temps en temps, il y a un affaire, mais ça arrivera tous les jours, un affaire. Hein. Mais tout le monde fait son job. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de prendre la parole pour dire ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai pas ce problème-là. Donc je me sens à l'aise parce que je féliciterai personne parce que ça se fait pas. Genre, même si je les regarde, les gens, moi je suis bien content au milieu de ces gens-là. Ça marche bien. On va être patient parce que depuis le début, j'ai demandé d'être présent. J'ai toujours dit à tous, soyons patients, respectueux les uns des autres et d'abord patients parce que on va pas aller plus vite que la musique. Les élections, c'est quand elles arrivent. Et c'est pas avant qu'on va faire. Donc on a le temps devant nous, il va être patient, il va falloir donner son temps, évidemment, mais on devrait y arriver. Mais soyons patients et ça va coller. Vous savez, j'ai la chance aussi, moi, je vous fais confidence, hein, je suis 2 fois ou 3 fois par mois à la préfecture, devant des gens qui prennent des décisions dans les commissions, et je vois bien comment agissent tous ces gens-là qui sont devant moi. J'en vois 5-6 maires qui se donnent la main, qui ne sont pas du même bord, mais qui disent tous oui. Hein, même s'ils ne sont pas du même bord, qu'ils soient du Havre ou de Rouen, ou le nouveau maire du Havre, par exemple, l'autre jour, je l'ai piégé. Ça y a pas plu, il s'appelle Gastine, effectivement. Ça y a pas plu, mais il n'empêche que je ne savais pas qu'il allait devenir le maire, j'avais des doutes, mais il faut piéger tous ces gens-là parce qu'il faut les mettre devant le fait accompli. J'ai défendu aussi quelqu'un qui est du coin, c'est le patron de Rêve de Bison. Je le cite volontairement, je fais exprès. Il est passé dans une commission, grosso modo, on était 23 autour de la table, 21 voulaient le casser. J'ai tapé sur la table, je n'en ai rien à secouer, moi j'ai pas de machine arrière, donc j'avance, j'ai tapé sur la table et j'ai fait renverser la bascule, les 21 ont changé le gilet, ils l'ont mis à l'envers. Parce que de temps en temps, on ne regarde pas les entreprises comment elles marchent, on est prêt à les faire casser. Ce mec-là, il a commencé avec rien, il fait vivre une entreprise familiale, il emploie 16 personnes à plein temps, et on ne peut pas lui donner l'autorisation de construire un simple bâtiment, un simple hangar. Parce que ceci, parce que cela. Moi, je suis en temps soit peu écolo, mais il y a aussi des moments où il faut savoir se limiter. Donc, de temps en temps, il faut taper du poing sur la table. On n'a pas besoin des arrivés pour faire ça. On a toujours des moyens de le faire. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils tiennent la main, tous ces maires-là. Il n'y a pas photo. Hein. Je ne cite pas de commune, ça ne sert à rien. Mais moi, je les connais parce que tous. Et à chaque fois, je disais à leur dire, je leur dis. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je voue une grande admiration, je vais utiliser le mot, comme Vincent est là, je profite de sa présence, une grande admiration pour ce qu'a fait Ruffin, l'équipe de Ruffin, hein, quelqu'un a signalé que c'était une équipe, c'était pas une personne, en 2017. Parce que j'ai suivi ça de très près, c'était extraordinaire. Il est parti avec 8000 voix de retard sur son concurrent aux législatives. Et en 2 semaines, avec un travail de terrain absolument remarquable, qui était composé de 2 éléments, d'après ce que j'ai compris, énormément de présence sur le terrain, donc beaucoup de travail chez les habitants, avec une présence très importante, et puis une forme de présenter les choses qui était en cours de dire, ce que vient de dire Vincent, nous on a les gens et eux ils ont l'argent.
C'est eux et nous, on est différents d'eux. Et cette double énergie a fait que la première semaine, ils ont gagné 4000 voix. Ils ont donc battu le concurrent de l'UFN. Non, la première semaine, ils ont éliminé le RN, enfin le FN, moi j'appelle toujours le FN, mais bon. Et puis la deuxième semaine, ils ont éliminé Macron. 4000 voix les deux fois. Et c'est pas venu comme ça. Il y a effectivement un processus, un travail, et je pense que ce travail, c'est d'être très proche, très près des gens, très près de ce qui se passe. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose. Tu parlais des municipales, je pense qu'il faut s'en occuper, mais pas non plus tout mettre toute son énergie là-dedans, parce que c'est très énergivore les élections. Hein, et si on a vu donc des énergies s'user, donc il faut garder, à mon avis, alors là c'est une vision un peu plus personnelle, il faut garder du temps pour les élections principales, qui sont les élections présidentielles pour passer de la 5e à la 6e République. Parce qu'effectivement, on en parle peu, mais c'est essentiel dans le programme de la France Insoumise. Donc ce passage, c'est Jack London qui déjà avait expliqué que la démocratie représentative américaine, qui était une république, donnait le pouvoir à des représentants tous les 5 ans, et que donc tous les 5 ans, le peuple perdait sa souveraineté. Donc c'était parfait pour décrire l'imperfection de la démocratie, y compris de la démocratie actuelle, puisqu'on élit actuellement des gens pour 5 ans, et on ne peut rien dire entre deux. Donc voilà, je m'arrête, parce que donc, je crois qu'Olivier voulait nous apporter un complément. Du coup, je voulais juste répondre essayer d'être bref et répondre faire un mix des questions. Et puis, du coup, tu m'as tendu la perche, Didier, parce que ça m'a relancé sur ce que je voulais dire. J'avais oublié entre deux. Les moyens, on sait bien, tu parlais de la 6e Constitution. Le moyen, et on en vient à ce que ça recroise ce que tu dis, Cédric. Parce qu'on a un moyen législatif, révocatoire et autres, de pouvoir intervenir. Et sous ce sens-là, et moi je suis pour cette idée-là, enfin, c'est pareil, c'est personnel, d'une composition partielle de l'Assemblée, alors toujours avec des énarques entre guillemets, parce que bon, l'ENA, il veut le refaire, mais il ferait mieux d'y retourner du coup. S'il veut réformer l'ENA, qu'il y retourne en même temps, et il profitera. Qu'on ait une partie effectivement d'assemblée citoyenne, purement citoyenne de base, comme nous on est né le 17 novembre, et là où même moi je peux être en désaccord, j'ai déjà eu cette discussion-là avec notamment François Boulot, et ben moi je pense que les municipales, on a un rôle à jouer, mais aussi bien de terrain, mais nous-mêmes. Parce que le mouvement, il vient de la base, il vient du citoyen. Alors là où on n'est pas d'accord avec François, et finalement je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement les mairies, avec ce que nous prépare Macron, la décentralisation, c'est RIP avec 150 personnes triées sur le volet d'on ne sait où, de référendum local, pour choisir où on va mettre un garage à vélo dans la commune ou autre, mais excusez-moi le terme, on s'en bat les couilles, je suis mal poli, mais on s'en fout royalement. On s'en fout réellement. Ce qu'on va vouloir, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir toujours nourrir mon enfant à la cantine municipale? Est-ce que je vais toujours avoir une classe pour pouvoir éduquer mon enfant? Et je reviens à ce que la collègue disait tout à l'heure. Le problème qu'on a au niveau des enfants qui ne veulent pas voter, moi je suis né en 77, donc j'ai 41 ans, bientôt 42, mais j'ai connu la fin. Bon, la collègue est partie, mais j'ai connu la fin, je la connaissais de cette ville. J'ai connu la fin de ce qu'on appelait l'éducation populaire, où on avait une vraie éducation civique, sans réelle contrainte plus que ça, et que maintenant, en fait, les gosses, ils sont lobotomisés, les programmes sont tous faits depuis des années en fonction des différents gouvernements, chacun y va de sa réforme, là c'est la loi Blanquer, et en fait, à chaque réforme. Moi aussi, j'ai connu des réformes dans les années 90 pour le bac, j'en ai connu d'autres, et en fait, chacun y va de sa petite réforme. Mais en fait, on oublie et on ne vient pas à cette fameuse éducation populaire qui, je pense, avec une vraie éducation civique et autres, sans pour ça obliger, comme Macron veut faire d'ailleurs, dès les maternelles, lobotomiser nos enfants en leur apprenant la Marseillaise. Bon, à un moment donné, voilà.
Donc j'en viens à ça, j'en viens au RIC qui est essentiel, et je pense qu'on a une place à prendre en municipal. Après ça c'est un choix, comme aux européennes, de se dire liste gilet jaune ou pas. Moi je pense qu'il ne faut pas être liste gilet jaune, il faut juste être citoyen, citoyen de sa ville, citoyen du peuple. On est tous, je pense que là dans les personnes que l'on est en tant que gilet jaune, on est déjà bon, il y en a qui sont sortis dans la rue là pour une première fois, mais il y en a pas mal en fait qui étaient déjà militants, ou soit parents d'élèves, donc on vit dans cette société-là, et je pense qu'on a tout intérêt à participer aux élections municipales. Voilà. Merci. Oui, juste après, je te donne le micro pour le mot de la fin. Comme Olivier vient de parler de référendum, je vous rappelle qu'il y a un projet en cours qui peut être très intéressant, je ne sais pas si vous avez travaillé dessus, qui est le référendum contre les aéroports de Paris. Et ce référendum-là permettrait sans doute, si on arrivait à gagner le nombre de signatures qu'il faut pour que ce référendum soit organisé. Donc, il y a un chantier tout à fait intéressant, là. On pourrait se retrouver tous ensemble pour le gagner, enfin le faire, qui est donc de récupérer plus de 4 millions de signatures contre cette vente de l'aéroport. C'est dans la Constitution, alors j'ai regardé, c'est l'article 11, dans lequel il est marqué qu'effectivement, à partir du moment où il y a un certain nombre de conditions réunies, ce référendum peut être organisé. C'est assez rare dans la Constitution de trouver ça, hein, parce que franchement, c'est pas très démocratique cette Constitution-là. Donc c'est possible. Et ce que je ne sais pas actuellement, c'est quelles sont les conditions de réalisation. On n'a pas trop d'informations. Je sais que Ruffin a lancé des comités donc je vais passer la parole avant la conclusion de Guy, je vais passer la parole à ça y est, j'ai un trou de mémoire. Vincent, merci. Et il va vous parler de ça, et puis après on va conclure avec... Oui, alors, tiens, ça tombe bien, tu parlais de Picardie debout et tu parlais de comment on avait fait la campagne. Ouais, la campagne, juste là-dessus, c'était un truc de malade pour rattraper ces voies d'écart. C'était, avec les militants, on était, dès 6h, on était à la gare du matin, ça allait jusque 20h30 ou 21h, où c'était porte-à-porte, tractage, des équipes de malades. Hein. Et Ruffin a trouvé que c'était pas encore assez, il s'est dit non, mais à 20h30, on peut encore faire des choses. Et du coup, on a créé les déambulations avec les casseroles, etc., faisant du tam-tam dans les rues, etc., pour dire aux gens, en fait, les gens ouvraient les fenêtres, du coup, ils étaient tellement interloqués, choqués, là, on disait, votez Ruffin, et voilà, c'était tout con. Bon, des idées comme ça. Du coup, nous, on vous propose, là, oui, il va y avoir le référendum d'initiative populaire sur l'aéroport de Paris. Tous les groupes d'opposition ont voté cette motion à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse mettre ça en place, récolter plus de 4 millions de signataires. Alors, nous, on les prend au mot, hein. On va voir si tous ces groupes d'opposition vont dans le froc et si c'est pas uniquement de la posture à l'Assemblée. Nous, on va le lancer. On a commencé à lancer avec Fakir des comités de pilotage un peu sur ce référendum. Donc là, on va avoir besoin de vous. Voilà, si vous êtes intéressés, vous me laissez vos coordonnées, on vous recontacte. Donc ça va être comme une mini-campagne, ça va pouvoir se rôder, tiens déjà. Donc il va falloir faire du porte-à-porte, faire les marchés, tracter, etc. Aller chercher la signature, il en faut 4 millions, c'est plus que faisable. Si on a vu si le nombre de bénévoles qu'on sera, on récolte une dizaine de signatures chacun, les 4 millions on les a facile. Donc voilà, on compte sur vous, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées pour ça. Et puis pour conclure, moi je vais conclure avec un syndicaliste américain qui s'appelait Joe Hill, qui juste avant d'être, donc c'était un syndicaliste américain, et avant d'être fusillé, parce qu'il a été fusillé, il a dit à ses camarades, ne me lamentez pas, organisez-vous. Je compte sur vous, merci. Merci Vincent. Qui va nous apporter une conclusion? Et Natacha avant. Un petit mot de Natacha. Si elle ne parle pas, on est malade. Vous savez bien. Oui. Donc, du coup, après tout ce qu'on a entendu, je voulais aussi montrer à tout le monde et dire à tout le monde qu'en effet, il faut rester motivé. Et là, je voulais donc vanter plus que jamais un projet où, du coup, 2 ou 3 membres de Mokanchi et puis d'autres ici présents, donc notamment Olivier, avec le projet du boulot.
Donc pour ceux qui sont en train de lâcher prise, qui manquent de motivation, qui savent plus pourquoi, comment, quoi faire le samedi, etc., il faut essayer de suivre le plus possible ce projet, et notamment par l'intermédiaire de OCN, l'œil du citoyen normand. Donc il ne faut pas hésiter à aller le trouver et suivre toutes les progressions, puisque donc il est là en plus. Et donc du coup c'est quelqu'un qui va sur tous les ronds-points, et du coup on peut lire ce qui est fait sur les différents sites avec les autres groupes, etc. Et en effet ça peut donner des idées pour rester motivé, et puis voilà. Et donc là ce projet qui est d'atterrir au Poulou et donc plusieurs groupes ensemble, c'est quand même sympathique, et puis j'espère qu'ils reviendront les yeux et puis plein d'idées pour continuer de tenir la Normandie, quoi. Voilà. Une phrase, un adage que j'ai partout, surtout devant les préfets, les maires et tout ça. L'intelligence est sur le terrain. C'est vous. Oh, lâchez rien! Lâchez rien! Quel est votre métier? Ah, ah, ah.